Bonjour à tous, donc je suis Marc Jacob Ramy, le fondateur du magazine Global Security Mag, et je vous remercie d'être venus, d'avoir bravé, alors pas les intempéries, mais les catastrophes physiques, on va dire, parce qu'on a eu quelques personnes qui ont fait usage de leur droit de retrait pour éviter de venir. Donc toutes les conférences sont filmés et sont en direct live ou en replay. Et d'ailleurs, vous aurez tous, a posteriori, un lien pour pouvoir rejouer les sessions. Donc cette année, on a choisi le thème de Data Center Horizon 2020. Alors le petit coup de pub, donc je vais remercier déjà tous mes sponsors. Alors, Eaton, qui sponsorise le cocktail de clôture. Céleste, qui vous offre l'Open Café, donc n'hésitez pas, mais venez quand même aux conférences. Emerson et Socomet pour toutes les pauses café. APL, GRDF, GRLOR et White Design qui vont faire des conférences aussi, ainsi que les trois sponsors Ritor, Riello, Interaction et EBRC. Sans compter tous nos partenaires associations, donc le CA, le Forum National, le CLUSIS, la NEV, JMELEC et le CESIT. Et puis, je tiens à remercier tout particulièrement donc, Channel Pro qui s'occupe de toute la vidéo en live et en replay. Donc, c'est une jeune entreprise qui débute et qu'il faut connaître. Enfin, c'est bien sûr notre magazine qui est l'organisateur de cet événement. Et puis, je vous souhaite donc déjà une bonne conférence, une bonne année. On est déjà en décembre. Donc, nous, on a commencé le calendrier de l'Avent hier. Et rendez-vous l'année prochaine, le 24 novembre 2016. Et maintenant, je laisse la parole à Bernard. Bonjour, d'abord je salue tous nos amis qui sont en direct devant leur ordinateur ou dans des salles et qui regardent cette conférence aujourd'hui. Et donc je vais très rapidement donner quelques idées pour cette première table ronde de la journée et ensuite je présenterai les différents partenaires participant à cette table ronde et je leur laisserai la parole pour ceux qui ont quelques slides à vous présenter. Donc l'année dernière, si vous vous souvenez, il y a un an, nous disions dans la même conférence que demain l'économie sera digitale et à ce jour les États-Unis ont été parmi les premiers à adopter l'économie digitale. Et maintenant, leur croissance principale vient de cette économie digitale, directement ou indirectement. La Chine et l'Inde se préparent à jouer un rôle primordial. Vous verrez tout à l'heure une ou deux slides que j'ai préparées sur ce sujet. Et elles jouent un rôle primordial dans cette nouvelle économie et dans un avenir plus que proche, puisque maintenant ils arrivent. Rappelez-vous, j'avais dit il y a quelques années que les Asiatiques arrivaient en Europe et ils sont maintenant là. La plupart des pays émergents voient aujourd'hui dans la digitalisation de l'économie une opportunité leur permettant de sauter plusieurs étapes dans leur développement et de ne pas passer par les mêmes étapes que nous, pays développés, auxquelles nous sommes passés. Comment le monde se prépare à cette transition et notamment comment notre industrie se prépare à cette transition. Et je suis plus que patient d'entendre ce que vont nous dire les spécialistes qui sont autour de notre table ronde. Ça c'est à l'envers, donc il faut repartir de l'autre côté. Donc si, est-ce que Larry Ellison, qui est le chairman d'Oracle, a raison quand il dit que le cloud est juste une nouvelle mode
ou un changement de mode. Ce qui est intéressant dans le cloud, dit-il, c'est que nous y introduisions tout ce que nous faisions auparavant séparément. L'industrie informatique, pour lui, est la seule industrie plus à la mode que l'industrie de la mode elle-même. A priori, c'est une idiotie, et pour nous, qui stoppe ce genre d'idiotie? Enfin, quelques observations sur l'impact du cloud, qui est indiscutablement le développement, parce que le commun des mortels pense que, à cause de la télévision, quand on parle de cloud, on parle de nuages, mais à la fin de la journée, quand vous mettez vos informations à l'intérieur du cloud, elles arrivent quelque part, et elles arrivent notamment sur des serveurs. Les serveurs, aujourd'hui, ils sont dans des data centers. Et donc, si tu veux, le cloud a facilité un abonnement massif dans le web. Et si nous prenons l'historique, en 2003, on a inventé le contenu, en 2011, le web social, en 2015, les nouveaux clouds ont créé de nouvelles relations sociales, et en 2020, par 29 020, il y aura une globalisation. Nous sommes persuadés d'être sortis de l'âge glaciaire, de l'âge du fait, de la révolution industrielle, pour entrer dans l'âge de l'information et de la participation. Vous entrez dans le net et vous faites votre travail pour avoir des messages instantanés par vos blogs, vous prenez des photos, vous les diffusez. La participation Internet n'est plus seulement une visualisation des données, mais une élaboration à l'organisation des données. Enfin, le marché clé et les investissements majeurs pour les opérateurs aujourd'hui proviennent en partie des gagnants sur les marchés émergents, et notamment l'Inde et la Chine. Le cloud permettra à plus de 3 milliards de non-utilisateurs d'utiliser Internet. Vous aurez accès à ces slides qui vous permettront de rentrer plus dans le détail du pourcentage et du nombre d'abonnés. Et enfin, en conclusion, les investissements privés sont faits en Europe, principalement dans 4 villes, Londres, Francfort, Amsterdam, Paris. Je reviendrai sur ce point-là, en particulier avec un des partenaires de la table ronde. Beaucoup de régularisations différentes de ville en ville, de pays en pays. Pas de plan européen pour favoriser les infrastructures conformité avec l'économie digitale. Une seule initiative de la part de la Commission européenne, qui est le Code of Conduct. Pas de coordination avec les industries proches du digital comme la vidéo, les jeux, l'industrie cinématographique, la recherche, et pas de grand européen du niveau de digital ou de Microsoft, de Google, d'Equinix ou de DRT. Donc je vais maintenant très rapidement vous présenter les participants à cette table ronde. Nous avons d'abord Robert Bouchard. Robert, après des études commerciales, la direction de plusieurs PME, a pris en 2010 la présidence d'APL, qui est un bureau d'études spécialisé dans les data centers. Robert se tourne donc vers l'IT à travers une société spécialisée dans le conseil, l'engineering et l'exploitation de data centers. Nous avons ensuite André Rouillet, qui après des études scientifiques à l'université de Montpellier, a rejoint comme ingénieur la société Berlin-Gérin à Grenoble, chez qui il a fait une grande partie de sa carrière. Il fut en effet directeur de la stratégie des alliances chez MGE. Il est membre de plusieurs commissions de travail au niveau européen et président du comité de liaison Europe, Afrique, Moyen-Orient de Green Green. André est aujourd'hui consultant et responsable de l'activité Data Center au Gimelec. Nous avons ensuite Lazaro Pesakovic, qui a fait une longue expérience d'enseignement au CNAB et à l'Université de Tours, a pris des responsabilités entrepreneuriales chez France Télécom, Bull et Cogetel en tant que spécialiste de la sécurité. Lazaro consacre une grande partie de son énergie à présider le CLUSIF dont il vous parlera. Nous avons ensuite quelqu'un que vous connaissez tous, qui est Fabrice Cocchio, qui après des études de droit et l'obtention de master, Fabrice a commencé sa carrière comme directeur du marketing d'Anatel en 1986 et a rejoint par la suite Sagem comme directeur des ventes pour l'Afrique, pour l'Europe et l'Asie, avant de prendre la direction générale de Sagem Grande-Bretagne en 1996.
Il a rejoint Interxion en 1999, qu'il a créé en France, et il en est devenu le CEO en 2011. Fabrice a présidé un grand nombre d'associations professionnelles. Il est un des piliers de notre industrie avec Stéphane Duproz, qui est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, qui a fait une carrière chez PSI, où il est nommé en 2002 vice-président Europe, vente et marketing. Stéphane rejoint l'équipe de management de Télécity Europe en tant que CEO France. Sous sa direction, un des data centers les plus performants de notre pays a été construit et a reçu pour cela de nombreux prix importants au niveau européen. Enfin, nous avons Philippe Plus, qui a son entreprise de marketing, de développement spécialisé dans les data centers. Il a travaillé de nombreuses années avec Fabrice Cocchio et aujourd'hui est un des spécialistes, notamment du CESIT. Je vais passer la parole à André Rouillet, qui a quelques slides à vous montrer. Ok. Oui, bonjour à toutes et à tous, et bonjour également à ceux qui nous voient par l'intermédiaire de la vidéo. Donc mon propos aujourd'hui, je suis au GIMELEC, donc délégué du comité de marché Data Center, et nous on intervient, je dirais, majoritairement sur tout ce qui est développement de la normalisation et puis des relations avec les institutions politiques, et en particulier françaises et bien sûr, mais surtout européennes. Donc mon propos aujourd'hui, c'était un petit peu le code de conduite qui était en place, c'est vrai. Ceci étant, il y a d'autres projets qui sont en train de se développer, sachant que la Commission utilise toujours la carotte et le bâton. Pour l'instant, c'est qu'une carotte, c'est pas un bâton, mais ça peut très bien devenir un bâton s'il s'avérait que les objectifs qui sont recherchés ne soient pas atteints. Donc, quand on parle déjà des projets de la Commission européenne, bon, il y a bien sûr la code de conduite que vous connaissez tous, et je crois qu'il y en a qui reviennent dessus, qui est en place depuis 8 ans, sur lequel il y a plus de 200 sociétés, je crois, qui sont participantes dans le message, qui évolue chaque année, qui évolue pas comme on le souhaite forcément, parce qu'on souhaiterait qu'il y ait un peu plus, de puissance et puis de mise en œuvre au niveau européen. Ce n'est pas forcément le cas. Ce dont je voulais vous parler, c'est surtout les projets, je dirais, cofinancés par la Commission européenne, des projets R&D, qui sont tous cadrés par des problèmes bien sûr d'efficacité énergétique, et en particulier, je dirais, de l'arrivée des data centers dans les villes. Donc, ils n'abordent pas les gros systèmes, je dirais, qui sont les systèmes de colocation ou les gens d'Internet qui, eux, ont été traités dans d'autres projets dans le passé, donc au niveau de l'efficacité énergétique. Cela traite, je dirais, de data centers à l'intérieur des villes, sachant que la Commission a suggéré, alors c'est une suggestion, c'est pas pour l'instant une directive, qu'à objectif 2030, 80% de l'efficacité énergétique, donc de l'énergie fournie aux data centers, provient d'énergie renouvelable. Donc, il va de soi qu'il y aura des pays qui le feront, d'autres qui ne le feront pas, donc c'est toujours des moyennes en fait, et on ne sera peut-être pas tous à ce niveau-là, mais c'est quelque chose qu'ils ont en tête et c'est quelque chose qui cadre un peu ces projets. Donc, ces projets qui sont, je dirais, il y en a 6 actuellement aujourd'hui qui ont démarré il y a 1 an et demi, qui devraient se terminer dans 1 an et demi et qui traitent tous de la même chose, à savoir c'est que comment déjà travailler au niveau de l'efficacité énergétique de data center. Donc déjà, ce qu'on appelle donc, classiquement l'efficacité énergétique passive. Ensuite, comment travailler à l'intérieur du data center pour améliorer cette efficacité énergétique par des systèmes beaucoup plus actifs. Et troisièmement, c'est comment, dans le cadre de l'intégration des data centers dans les villes, comment arriver à fédérer les data centers entre eux, pour travailler, je dirais, au bon moment, pour transférer des charges d'un data center sur un autre, sur des data centers qui auraient plus d'énergie renouvelable disponible, travailler au bon moment, faire modifier les niveaux de SLA donc en fonction des objectifs de chacun. Donc ces 6 projets sont à mi-chemin aujourd'hui. Il y en avait à l'époque une vingtaine qui avaient été proposés, il y en a 7 qui ont été sélectionnés. Je crois qu'il y aura une conférence un peu plus tard sur un de ces projets faite par Eaton. Donc sachez que ces projets-là serviront de base à... Alors c'est essentiellement des projets de software en fait, mais certains abordent aussi des projets de hardware, en particulier au niveau du water cooling. Donc ils sont démarrés, certains seront retenus, certains ne seront pas retenus, mais c'est aussi une carotte donc, pour montrer que la Commission, je dirais,
travaille sur ce sujet-là. Tout ça est piloté par DG Connect, donc qui n'a rien à voir avec le JRC, puisque c'est deux entités complètement différentes, mais qui travaillent toutefois ensemble. Ce que je veux dire également, parallèlement à tous ces projets, je dirais, de R&D ou qui peut code de conduite européen, il y a beaucoup de projets au niveau de la normalisation, cette fois-ci, qui consistent à normaliser des métriques. Alors, la normalisation, telle qu'on entend au niveau de la IEC, ISO, ITU ou CEN-CENELEC-ETSI, un standard n'est jamais obligatoire. Il devient s'il est rattaché à une directive ou à un décret local. Donc, aujourd'hui, le PUE a été normalisé. On espère tous qu'en fin d'année, la norme va sortir. Bon, ça a pris pas mal de retard pour différentes raisons. Il y a d'autres métriques en cours de normalisation, au niveau des serveurs en particulier, et également au niveau de la mesure des énergies renouvelables. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 6 projets européens qui travaillent donc, à développer des logiciels pour, dans le cadre de l'intégration des data centers dans les villes, ont également une liaison avec ces comités de normalisation, parce qu'au total, c'est 50 sociétés, chacune avec 8 à 10 personnes qui travaillent sur ces projets. Donc, ça fait à peu près 500 personnes qui sont impliquées dans ces projets au niveau européen, de différents pays, différentes cultures et différentes origines, universités, gros utilisateurs, infrastructures, ainsi de suite. Donc, une liaison assez forte avec les comités de normalisation, de façon à pouvoir, je dirais, anticiper et fournir des métriques, je dirais, un peu innovantes par rapport à tous ces sujets-là. Voilà, donc aujourd'hui, il n'y a pas de, comme Bernard l'a dit, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de directive européenne au niveau des data centers. On en parle, on en reparle, il n'y a pas grand-chose qui évolue. C'est pas facile à mettre en œuvre parce qu'il y a des cadres juridiques qui sont différents. Chaque pays a sa propre politique, je dirais, énergétique, avec des mix énergiques qui sont complètement différents. Donc arriver à décliner une directive européenne est très compliqué. Et de fait, bon, on est toujours dans un processus entre guillemets, de carotte, plutôt que de bâton. Voilà. Donc je ne suis pas à répondre aux questions après, s'il y a quoi que ce soit, et à rentrer plus en détail là-dessus. Merci. Merci André. Je vais passer la parole à Robert.